Nous allons maintenant poursuivre avec la première table ronde inaugurale du Dental Forum consacrée au sujet central que vous évoquez à l'instant, l'importation, la concurrence et l'avenir des laboratoires français. Pour en parler, je vous demande d'accueillir chaleureusement Olivier Lafarge, Philippe Denoyel et à nouveau Laurent Munro. Bonjour messieurs, installez-vous, je vous en prie. Bonjour. Prenez place. Alors, nous le disions, Olivier Lafarge, vous êtes président du Comidan. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Philippe Denoyel, vous êtes président de la commission exercice professionnel de l'Académie nationale de chirurgie dentaire et secrétaire général du comité national odontologique d'éthique. Alors, avec l'UNPPD, toute la filière dentaire est représentée sur cette scène. Alors, pour commencer, Laurent, avant d'ouvrir les échanges, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques minutes les principaux éléments de contexte ? Oui, j'ai choisi que de les présenter en images parce que c'est bien les beaux discours, mais quelquefois c'est plus parlant pour tout le monde de voir des petits graphiques. Moi j'aime bien les diaporamas, j'aime bien les graphiques et j'aime bien ce qu'ils représentent. Et donc moi je voulais vous montrer où on en est des laboratoires de prothèses. Aujourd'hui, notre nombre d'entreprises est passé en dessous des 3000 à 2695 entreprises. Et vous voyez que depuis quelques années, on avait une pente descendante qu'on attendait honnêtement, parce que la concentration, avec la technologie qu'on a vue au détour des allées du salon, bien sûr, ça demandait de concentrer un petit peu les entreprises, de les rendre un peu plus grosses pour pouvoir faire les investissements nécessaires. Et ça, on le savait. Mais là, la pente qu'on a depuis 2022-2023, par contre, elle s'est accélérée d'un coup. Et ça, on sait aussi pourquoi c'est. C'est parce que c'est le thème dont on va parler aujourd'hui, c'est bien le recours à l'importation de prothèses dentaires qui fait que on a aussi cette courbe qui flanche d'un coup et ça nous intéresse. Et puis le nombre d'actifs, puisque si on regarde bien, on avait réussi à maintenir autour de 18 000 le nombre d'actifs dans la profession. Je dis actifs parce que c'est non seulement les salariés, mais c'est aussi tous les dirigeants de laboratoire qui pour beaucoup sont non salariés et sont travailleurs non salariés. Donc là aussi, on voit que à partir du même moment, on a eu une forte baisse. Bon, après, celle qu'il y a eu pour la période Covid, mais ça, c'était dû à cette période. Mais on voit qu'on a une grosse courbe qui flanche et ça nous interroge. Et puis, si ça marche, voilà. On a le chiffre d'affaires, bien sûr, qui avait beaucoup augmenté ces derniers temps. Alors aussi parce qu'on a parlé, la technologie nous a amené à plus de productivité, c'était en lien avec beaucoup d'investissements dans les laboratoires. Mais là, on voit que ça, d'un coup, c'est en train de baisser et c'est aussi la conséquence. Et vous voyez des chiffres qui sont ces chiffres de l'analyse de l'année 2024. On est déjà en 2026 et on aura les chiffres de 2025 qu'à la fin de l'année. Et aujourd'hui, on le compare, notre chiffre d'affaires de à peu près 1,5 million, un peu plus, 1,5 milliard de prothèses dentaires produites, aux 7,173 milliards de dépenses de soins dentaires. C'est pas seulement les remboursements, c'est à la fois les remboursements de la Sécu, les remboursements des mutuelles et le reste à charge des patients. Donc tout ça nous donne des indicateurs. Et par contre, comme c'est public, j'ai carrément mis les graphiques qu'on peut trouver sur Papers des chiffres d'affaires des laboratoires de prothèses. Si vous avez vu les courbes que je vous ai montrées avant, là on voit les courbes inverses, c'est-à-dire l'augmentation des chiffres d'affaires de ces laboratoires d'importation. C'est deux exemples, ils seront peut-être pas contents, mais c'est la vérité et tous les labos sont à peu près dans la même veine. Aujourd'hui, les laboratoires d'importation, que je devrais pas avoir appelé laboratoire, on m'a dit faut les appeler entreprises d'importation. Et ces entreprises, donc elles ont un chiffre d'affaires qui est inversement proportionnel justement à notre. Alors bien sûr, moi je représente les prothésistes dentaires français, donc mon boulot c'est aussi de montrer cette courbe ascendante qu'on a essayé de porter auprès des pouvoirs publics, auprès de tout le monde pour dire attention, notre profession est aussi en danger. Et puis
c'est difficile parce que là, on monte de graphiques qui donnent pas grand-chose, c'est des chiffres d'affaires, c'est des choses, mais on n'arrive pas à calculer la proportion réelle de prothèses dentaires importées en France. Parce que là, c'est deux labos qui ont pignon sur rue, comme on dit, qui montrent leurs chiffres, mais il y en a plein où certainement on ne sait pas trop s'ils importent ou pas, on ne sait pas quels sont leurs chiffres, et on a du mal à savoir aujourd'hui quelles sont exactement la proportion. On estime par différentes analyses que c'est à peu près 34 à 35% en volume de prothèses dentaires qui sont importées aujourd'hui en France. Et si ça continue sur la lancée qu'on a vue tout à l'heure, ça arrivera à 50% en volume en 2030. Donc pour nous, il est temps vraiment d'alerter. Alors on va me dire, mais pourquoi vous ne l'avez fait pas avant ? On l'a toujours fait, hein. C'est pas nouveau, et ça fait 30 ou 40 ans qu'on alerte sur la problématique de l'importation. Mais là, aujourd'hui, ça met en danger une filière, ça met en danger nos entreprises. Il y a déjà beaucoup de laboratoires qui ont subi les conséquences de cette concurrence déloyale, distorsion de concurrence, on l'appellera comme on voudra, mais nous, ça nous interroge, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de mettre ça un peu sur la table. Et puis, ce qui nous a fait un peu démarrer un peu plus fort, c'est cette décision de la Mutualité française et des centres, notamment du groupe Vive, de choisir pour leur centre de santé de faire appel à de la production étrangère, chinoise notamment, à cause des prix. Tous les laboratoires qui avaient l'habitude depuis des années d'avoir des contrats et des marchés publics avec les mutuelles se sont vus écartés au profit de laboratoires d'importation. Et ça, nous trouvons que c'est pas normal. Parce que c'est en plus des mutuelles qui souvent accompagnent des fonctionnaires de l'État, de l'éducation nationale, des territoires, et qui aujourd'hui, on va leur dire, c'est des prothèses étrangères qu'on va vous poser en bouche parce qu'on trouve que la prothèse dentaire en France est trop chère. Et que nous, on payait, ça nous coûtait 20% de notre chiffre d'affaires d'acheter de la prothèse française, on veut que ça tombe à 14%, donc on va acheter de la prothèse étrangère. Ça, on trouve que c'est quand même vraiment une aberration aujourd'hui, que ça soit en plus des mutuelles de fonctionnaires qui fassent ça. Donc aujourd'hui, on a décidé de lancer un peu plus encore le combat et d'aller un peu plus loin. Et c'est pour ça que j'ai invité nos amis à discuter de cette opération. Et je les remercie beaucoup d'avoir accepté parce que je sais que c'est pas des sujets faciles. Merci beaucoup pour cette mise en contexte. On vient de voir les chiffres, on va essayer de les mettre en perspective avec vous trois, chacun depuis votre place dans la filière. Olivier Lafarge, vous représentez les industriels et les fournisseurs du secteur avec une vision très transversale de la filière. Est-ce que vous constatez vous aussi un affaiblissement des laboratoires français ces dernières années et si oui, à quel signe le voyez-vous ? Alors, un affaiblissement, les chiffres en tout cas parlent d'eux-mêmes, donc en tout cas il faut évidemment en tirer le constat. Après, il y a une évolution du marché. Alors on parle de la prothèse ici, mais on peut parler du marché global de toute façon. Enfin, nous, en tout cas, au Comidan, alors il y a deux axes sur lesquels on est en parfait accord. C'est la sécurité et la qualité des dispositifs médicaux en général, puisqu'on peut parler de la prothèse, mais on peut parler aussi de manière un peu plus élargie aussi, de la manière dont aussi aujourd'hui on peut acquérir des dispositifs médicaux via des sites qui ne sont pas agréés comme Alibaba ou Amazon. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet de toute façon, cette sécurité et cette qualité. Après, pour effectivement inverser la tendance et mieux protéger les laboratoires de prothèses, mais je dirais de manière même plus élargie les entreprises françaises que j'ai la chance aujourd'hui en tout cas de représenter pour la santé orale, c'est comment on peut aider aussi à la compétitivité, comment on peut aider aussi aujourd'hui les laboratoires à concurrencer, parce qu'on parle de la Chine, mais on peut parler aussi de plein d'endroits dans le monde. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire de la part de nos administrations et de nos élus. Hier, on avait la chance d'être reçu par la Direction Générale de la Santé qui est en train d'écrire une feuille de route sur la santé orale, puisqu'on n'a pas de stratégie en santé orale depuis une quinzaine d'années. Et donc là, on œuvre tous, toutes et tous, pour accompagner cette feuille de route. Et là-dessus, je pense qu'il y a des propositions importantes à mettre en œuvre pour
rendre plus compétitifs nos laboratoires de prothèses, puisque c'est le sujet aujourd'hui, en les aidant en accédant à l'innovation, en pouvant aussi, puisque on sait, il y a encore beaucoup d'artisans, comment on peut les accompagner dans l'acquisition des innovations, les évolutions, comme ça a été fait aussi dans d'autres domaines. Est-ce qu'il y a peut-être aussi des choses à faire pour accompagner la production de prothèses en France autour de certains laboratoires sans laisser le poids à ces laboratoires de manière individuelle, le choix, ça peut être en tout cas une réflexion. Et puis après, évidemment, je pense qu'il y a une différence aujourd'hui, en tout cas de taxation, et là-dessus, effectivement, en termes de compétitivité, il y a des vraies mesures, à mon avis, à accompagner pour sauvegarder les entreprises en France et de savoir-faire en France, parce que effectivement, si on ne fait rien, que ça soit en prothèse, et je le disais de manière un peu plus élargie, est-ce qu'il restera des entreprises qui fabriquent à 100% en France demain? On peut vraiment se poser la question. Donc ça, c'est, je pense, le premier axe, en tout cas, de réflexion, à mon avis, qu'on peut avoir. Et le deuxième, il a été cité dans l'introduction de Laurent, c'est le patient. Le patient, aujourd'hui, je pense qu'il a le droit de choisir. Et donc aujourd'hui, alors, Monsieur Devenel le dira, mais dans le devis en tout cas, et le consentement éclairé et l'obligation en tout cas d'informer le patient sur l'ensemble en tout cas des soins qu'il va le recevoir, il est quand même aujourd'hui difficilement lisible, et je pense qu'on doit arriver à une vraie transformation de ce devis, ou en tout cas à une vraie assurance, pour qu'on puisse s'assurer que le patient puisse choisir, et que même si demain, parce que elle existera toujours, la prothèse qui vient de l'étranger, je pense qu'on n'arrivera pas en tout cas à ce que ça soit du 100% en France, malheureusement, mais d'un autre côté, le combat, à mon avis, il est plus sur le choix du patient et de dire, bah voilà, la prothèse, elle a été fabriquée dans tel endroit, avec tel type de matériaux. Vous avez aujourd'hui différents devis, à vous de choisir aujourd'hui, comme ça peut être le cas dans l'optique, mais de manière totalement éclairée. Voilà. Après, déjà, je pense que là-dessus, moi j'y crois fortement quand même. Je pense que les patients effectivement choisiront peut-être la prothèse en tout cas dont ils pensent que la provenance et les matériaux leur amèneront en tout cas plus de sécurité et de qualité, parce qu'il est difficile effectivement de les lier avec les matériaux ou la provenance. On va revenir un petit peu plus tard sur ces pistes d'amélioration à envisager d'ailleurs. Philippe Denoyeul, du point de vue des chirurgiens dentistes, est-ce que vous partagez ce constat tout d'abord de tension croissante sur la fabrication française ? Alors, il y a beaucoup de problématiques en fait qui sont sous la question que vous posez. Moi, je dois dire qu'on se connaît depuis très longtemps, vous, l'UNPPD et Laurent notamment. Il sait que quand j'étais président du syndicat, on a toujours, nous, milité pour de la fabrication française. On avait des arguments pour ça. À côté de ça, j'étais signataire en 2018 de la convention qui a validé le 100% santé. On ne pourra pas éviter non plus de parler du 100% santé, des tarifs plafonnés. On ne peut pas parler de cette problématique-là sans parler de la solvabilisation de la prise en charge de la santé bucco-dentaire en France. On ne peut pas parler non plus... alors, je tiens à vous dire, foncièrement, moi j'exerce encore en milieu semi-rural. Mon prothésiste est sur place, voilà. On en parlait tout à l'heure avec la représentante de l'ordre aussi, quand on a des retouches à faire, des réparations, etc. Je me vois pas de Bergerac envoyé à Taïwan, voilà, c'est impossible. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui font autrement. Donc je ne défends absolument pas ça. À côté de ça, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut savoir. J'ai commencé à exercer, moi, un cabinet dentaire, il y avait à peu près 35% de frais charges. Aujourd'hui, on est à 66%. Donc, il y a un problème qui est un problème entrepreneurial classique dans les cabinets dentaires. Alors après ça,
ça ne veut pas dire qu'il faut choisir, puisque moi, j'ai jamais fait pratiquer de prothèse à l'étranger. Mais cette montée en pression des coûts, des tarifs, et cette limitation d'un certain nombre de tarifs de prothèses, je pense, augmente cette difficulté, peut-être pour certains. Alors, est-ce que la profession est en difficulté ? Non. La convention de 2018 et les abonnements de 2025 n'ont pas modifié quoi que ce soit. Il n'y a aucun cabinet qui ait fait faillite. Mais il y a aussi une demande quand même de la part des patients d'avoir des prothèses en reste à charge zéro. Alors, est-ce que cela induit une demande des praticiens à aller vers de la prothèse faite à l'étranger? Je ne saurais pas le dire, je ne suis pas capable de le dire, je le fais pas. Mais on sait quand même que, alors là je vais botter un peu en tout, je vais pas parler des cabinets dentaires, je vais parler des centres low cost, parce que c'est un de notre problème aussi, et je crois que la mutualité rejoint un peu ça. On sait quand même qu'il y a à l'heure actuelle une marchandisation de la profession. Alors on va pas parler des patients qui vont se faire soigner à l'étranger, ce qui est encore autre chose. Mais je sais que dans ces centres-là, l'appel à de la prothèse faite à l'étranger est classique, mais il n'y a pas que ça comme déviance dans ces centres. Par contre, la question que je me posais, j'en avais parlé avec Laurent il y a quelque temps, les nouvelles technologies, notamment les prises d'empreintes optiques, la possibilité de transférer un fichier rapidement à son labo, et puis les nouvelles technologies d'usinage, maintenant d'application, puisqu'on a la prothèse par rapport et la prothèse par élimination. J'avais dit à Laurent, mais je pense que on nous avait expliqué que le problème venait de la main-d'œuvre, que la main-d'œuvre était trop chère en France. Lorsque la prothèse était largement manufacturée, on pouvait se dire, certains ont intérêt à aller la faire en Chine ou ailleurs. Et je pensais, moi, très honnêtement, et c'était ma réflexion en tant que président du syndicat encore, que le fait de pouvoir faire par des machines allait permettre de relocaliser la prothèse. Et c'est pour ça que lorsque Laurent m'a appelé et m'a évoqué ces chiffres, j'étais très surpris parce que, une machine-outil, on les voit là, elles sont présentées, qu'elles fonctionnent en plus de jour, de nuit, en France ou en Taïwan, ça n'a pas, à mon sens, ça n'avait pas une grosse différence de coût, puisque là, au niveau manufacture, il y avait moins. Et j'étais persuadé quand même que cette tendance allait peut-être pas s'inverser, mais se calmer. Donc, je suis incapable de vous dire pourquoi des cabinets continuent à faire à l'étranger. Pourquoi cela aurait tendance à s'accentuer, mais d'un autre côté aussi, on a le patient. Et vous avez expliqué en termes notamment d'éthique, et je représente cette spécificité au niveau de la profession. Le patient, il faut lui expliquer d'où vient la prothèse. Ça, c'est évident. Mais on peut lui expliquer aussi d'où vient une voiture et pourquoi il va choisir une BYD plutôt qu'une Peugeot. Voilà, on a des choses qui sont très compliquées, et c'est pour ça que je disais en préalable que la problématique là est multicausale et nécessite une réelle réflexion et une réelle implication des uns et des autres pour ramener le patient et le praticien à choisir de la prothèse faite en France, mais plus pour des considérations philosophiques et morales, je crois, que pour des considération de qualité, parce qu'on nous rétorque souvent que la voiture chinoise, elle est de bonne qualité aussi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut serrer tous ces problèmes, mais qu'effectivement, la prise en compte de l'intérêt
du patient, de l'intérêt du praticien, de l'intérêt des laboratoires de prothèses, ne doit pas aller à l'encontre de l'intérêt des pouvoirs publics. Et je crois que c'est là qu'on a un gros travail, puisque c'est auprès d'eux qu'il faut que l'on fasse passer ce message. Olivier Lafarge, sur ce sujet de la qualité des prothèses d'importation, est-ce que vous voulez réagir? Quel est votre point de vue? Moi, en tout cas, sur la qualité, je partage exactement ce qui a été dit par Philippe. Je pense que c'est un sujet compliqué parce qu'après, la qualité, et je suis d'accord, lorsqu'on en discute avec les professionnels de santé, ou même certains laboratoires de prothèses, est-ce que c'est vraiment un angle sur lequel il faut aller? Parce que la qualité est-elle vraiment différente? Moi, je suis pas un expert, donc je pourrais pas répondre. Je suis ni professionnel de santé, ni prothésiste. Et c'est pour ça que je pense que le sujet, il n'est pas forcément là, et les réponses, en tout cas, elles sont pas forcément là, mais moi, c'est vraiment de mon point de vue et du point de vue du Comidan. Elle est plus, effectivement, sur ce que je disais, sur la compétitivité, et comment on aide aujourd'hui à être plus compétitif. Et je pense que Philippe, alors, je suis pas un expert non plus des machines industrielles à grande échelle, mais je pense que pour les laboratoires de prothèses en France, si on veut les rendre plus compétitifs, il faut justement les accompagner sur peut-être justement des machines industrielles qui sont utilisées dans des centres, que ça soit d'ailleurs en Europe, aux États-Unis. On a des cas aussi aux États-Unis de centres très importants, très bien structurés, qui arrivent à sortir une prothèse très compétitive, mais par contre on parle d'investissements en termes d'équipements industriels qui sont très importants. Est-ce que pour renforcer, et c'est ce que je disais, moi j'en sais rien, mais comme ça a été le cas par exemple sur des centres radiologiques qui sont partagés par des professionnels de santé parce que les investissements étaient tellement importants et ne pouvaient pas être supportés par chaque entreprise ou chaque centre ou chaque professionnel de santé, est-ce que si véritablement on veut accompagner la compétitivité, on peut donner un accès aux laboratoires de prothèses à une partie peut-être de leur process de fabrication avec une mutualisation comme ça existe dans le C. Et là peut-être qu'effectivement on arrivera à de la compétitivité pour nos entreprises françaises comme c'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, si on regarde le marché américain, la prothèse, elle est quand même plutôt fabriquée aux États-Unis et pas trop à l'étranger. Renforcer la compétitivité, mais vous le disiez tout à l'heure, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, notamment au niveau des taxes. C'est compliqué aussi pour les laboratoires français de s'aligner. Oui, c'est ça. Alors, bon, moi j'ai bien entendu la différence entre l'investissement finalement matériel et puis le niveau de main-d'œuvre qu'il peut y avoir. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on demande de produire plus finalement, avec payer moins, mais en investissant beaucoup. Donc du coup, le déséquilibre, il est quand même créé, quoi. D'autant plus que nous avons quand même une différence, puisque nous n'avons pas de TVA. Donc les produits peuvent rentrer de l'étranger sans TVA, alors que nous, comme nous n'avons pas de TVA en France, sur la prothèse dentaire, nous avons une taxe sur les salaires qui représente 11% de la masse salariale. 11% de la masse salariale, c'est la même chose pour vous en tant que chirurgien dentiste, pour votre assistant, tout le reste. Donc on voit bien quand même qu'on a une distorsion de concurrence déjà de ce point de vue-là. De plus, nous on paye plein de taxes françaises. On sait qu'on est quand même les champions des règles de taxation en France, même par rapport à l'Europe, alors que les produits qui arrivent aussi de l'étranger hors Union européenne sont totalement détaxés, puisqu'il y a un texte de loi qui fait qu'il n'y a pas de droit de douane du tout sur l'importation de prothèses dentaires. Donc nous, on estime qu'on a vraiment une sorte de différence de traitement entre une entreprise française pour le même objet, quoi. Le même objet. Toute différence faite avec le prix qu'il a coûté en sortant de l'usine de Chine. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, ils arrivent à comprendre ça, qu'il faut rééquilibrer. Il n'y a pas que la prothèse dentaire dans ce sens-là. On le voit bien, les agriculteurs s'en plaignent, les industriels s'en plaignent, beaucoup de métiers sont confrontés. Mais nous, encore plus, parce que nous, c'est écrit que, si vous regardez les textes sur les droits de douane, il y a quand même que quelques articles qui sont complètement exonérés de droits de douane. C'est les transports d'or, des choses comme ça, et la prothèse dentaire.
pourquoi la prothèse dentaire, quoi. On se demande d'où ça sort, ce truc-là. Donc il y a bien un jour où il faudra se pencher dessus. La TVA, oui, ça serait normal qu'il y ait un rééquilibrage, et c'est pour ça que nous avions demandé ça dans les débats du projet de loi de finances de 2026, parce que nous estimions qu'il fallait rééquilibrer ça n'a pas été suivi des faits, mais ça nous empêchera pas de continuer à essayer de trouver d'autres solutions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, en effet, on pourrait se dire la technologie va nous amener à mieux produire. Et certainement qu'on a encore des efforts à faire dans les laboratoires pour être plus conscient de ce que peut amener la technologie et de ce que peut amener la gestion de l'entreprise. Parce que c'est vrai, on était une profession artisanale, des petites unités qui ne fonctionnaient pas comme aujourd'hui une entreprise quasiment semi-industriel qu'on doit devenir, que vous avez bien vu, les machines qu'il y a dans les différents matériaux, machines qu'il faut, sans compter toute la formation et ce qu'il faut mettre en œuvre auprès de ses salariés. Mais tout ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de salariés non plus. Hein. La machine, elle fait pas tout seul. Hein. Il y a, même si tu fais une couronne zircone, il y a bien quelqu'un qui la dessine au moment. Il y a quelqu'un qui va la sortir de la machine. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de la machine. Il y a quelqu'un. Donc, de toute façon, ça ne change pas fondamentalement. On n'est pas passé pour la même production de 10 personnes à une. Hein. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, si tu regardes les chiffres, malgré qu'il y ait un nombre de prothèses qui soit plus importante produites, il y a autant de personnes dans les laboratoires aujourd'hui. Il y a quasiment autant, sauf les 2 dernières années où il y a une petite baisse, mais on a toujours maintenu, malgré la montée en puissance de la technologie, on a toujours maintenu le même nombre de salariés dans les entreprises. Après, des salariés différents. On fait plus de la sculpture, on fait du design, on fait plus et au fur et à mesure, et ça va continuer. Et dans quelques années, il y aura plus de plâtriers dans les laboratoires. Hein. Faut quand même s'y faire. Et aujourd'hui, les entreprises qui vendaient du plâtre, elles nous vendent de la résine ou des imprimantes 3D. Donc, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement technologique, mais qui n'est pas suivi par le bouleversement de règles économiques qui devrait l'être. Quant au prix aujourd'hui, le prix pour le patient, que ce soit sur le 100% santé ou le reste, c'est le même. Enfin, il faudra qu'un jour vous admettiez, en tant que chirurgien dentiste, que c'est le même. Que le dentiste, il ait acheté la prothèse 25 € de je ne sais où, ou qu'il ait acheté 100 € à son prothésiste du coin, le patient, ça lui coûte la même chose. La même chose. Donc il est où le différentiel? Bon, on le sait bien. Donc c'est là aussi, parce que s'il y avait un choix, comme on le disait, et si le patient disait, non, moi je vais, comme tu dis, je vais préférer le produit chinois parce qu'il a l'air bien fait, mais par contre, ça lui coûte moitié moins cher. Ça, d'accord, on pourrait le soutenir, mais là c'est pas le cas. On va lui dire, tu veux chinois ou tu veux de la rue d'à côté? De toute façon, c'est le même prix. Il y a un moment, il va falloir que ça se défende aussi, cette question-là, quand même. Donc, on voit bien nous, on a envie de travailler avec des chirurgiens dentistes. Hein. On sait bien que notre profession, et on en parlait tout à l'heure, on n'a pas envie de devenir tous denturologues. Hein. C'est pas le problème. Donc, on veut travailler avec les praticiens, on essaye de faire ce qu'il faut, mais il faut qu'il y ait un rééquilibrage qui s'est fait parce qu'en ce moment, notre profession, on estime, est en danger pour plusieurs raisons, mais vraiment en danger avec cette histoire et on veut absolument trouver la manière de rééquilibrer les choses. En danger aussi parce que le marché évolue avec notamment l'arrivée de groupes qui rachètent et qui structurent le marché autrement. Est-ce que le modèle du laboratoire indépendant est en train de changer, évoluer? Oui, il évolue déjà depuis bien des années. Hein. C'est pas nouveau aujourd'hui. Donc il va continuer d'évoluer. Les groupes, pour l'instant, il y a des groupes qui ont repris des laboratoires. Ceux qui ont été repris par ces laboratoires, moi j'en connais plus d'un, globalement, ça se passe plutôt bien. Les labos, c'est des labos français, avec des techniciens français qui achètent pour la plupart des fournitures en France. Je vais pas insister trop là-dessus parce que... mais là, c'est un modèle économique.
Après, pour la profession, c'est pas complètement négatif aussi, parce qu'il y a une structuration économique, relationnelle, commerciale et autres qui se faisait, qui était moins présente quand on avait que des petites unités qui n'avaient pas forcément les moyens de faire ça. Quand un groupe réunit plein de laboratoires et qu'il crée un service RH, un service commercial, un service comme ça, forcément, ça amène de la compétitivité, ça amène de la progression, qui profitera peut-être aux autres parce qu'il y a une sorte d'apprentissage qui se fait dans notre profession et qui va bénéficier peut-être à tous. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est le devenir, parce qu'on sait bien que ces groupes, c'est des fonds d'investissement qui investissent, qui sont là pour normalement créer de la valeur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces groupes dans quelques années? Moi, j'essaye de le savoir, je ne le sais pas, et je pense que même ceux qui sont dedans ne le savent pas non plus. Un jour, ce qui nous inquiète, c'est est-ce que c'est pas un consortium étranger qui va racheter une partie des laboratoires et qui va dire bah tiens finalement tout ça je donne tout à l'importation plutôt que de continuer à le fabriquer en France. Nous c'est ça qui nous inquiète en tant que syndicat des prothésistes dentaires. Après sur le reste, pour l'instant, on peut pas dire que ça ait complètement écrasé la profession, et tous les confrères qui ont cédé leur labo à des groupes n'en sont pas forcément mécontents. Donc, on va voir l'avenir. Et l'avenir, il est proche parce que ça n'existe pas depuis longtemps, cette affaire-là. Ça fait quoi? Dans les plus 5-6 ans que ça a commencé. Donc, on va arriver à des échéances où on va voir quelles sont les décisions, justement, de ces groupes d'investissement qui reprennent des laboratoires, qui concentrent des choses, qui amène peut-être plus de compétitivité. C'est sûr que ça va donner un challenge aux autres pour suivre et que ça va être de plus en plus dur d'être vraiment artisan, à moins, enfin tout seul je parle, à moins d'avoir vraiment une spécificité, d'avoir une niche de travail, d'avoir une clientèle précise. Là, ça va être beaucoup plus difficile, on le voit bien. Mais ça l'était déjà rien qu'avec les investissements. Un petit labo peut pas acheter la moitié des machines qu'on a vues ici sur le salon. Il est obligé soit de sous-traiter, et on l'a dit, et c'est peut-être une des solutions, la technologie. Je rappelle quand même que l'UNPPD a été la première, il y a quand même déjà des années, à créer des centres de production sous la forme de coopératives qui se sont transformés pour la plupart après en centres de production individuels. Mais on avait déjà commencé à envisager ça, parce qu'à l'époque, les machines, c'était plus de 500 000 euros la grosse machine. Aujourd'hui, les prix évoluent, la technologie évolue. Mais on avait déjà anticipé cette chose-là. Aujourd'hui, je pense que les groupes sont en train de montrer une autre voie. Ce que j'espère, c'est que ça n'arrivera pas à d'autres professions, comme on connaît celle des laboratoires d'analyse médicale, par exemple, qui sont à la main il y a 6 groupes qui détiennent entièrement le marché de ça. Et j'espère qu'on n'arrivera pas à ça. Et en tout cas, on fera ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Si on se penche vers les solutions, les pistes d'amélioration possibles, Philippe Denoyel, qu'est-ce qui peut donner envie à un chirurgien dentiste de continuer à travailler avec un laboratoire français? En dehors du prix. Comment? Dehors du prix. Je vous laisse terminer la question, Laurent. Non, mais ça devient compliqué aussi parce que, bon, je vous parlais tout à l'heure, on vient de voir la mutualité. Il faut bien vous dire que le chirurgien dentiste qui est au fauteuil à la mutualité, il gère à peu près rien. On est d'accord. Les cabinets de ce que nous on appelle cabinets low cost, qui sont très nombreux, qui en règle générale reçoivent les agréments de l'ARS pour la simple et bonne raison qu'on a une désertification en France à l'heure actuelle, ça va pas durer non plus, amènent des chirurgiens dentistes à ne pas avoir tellement leur mot à dire sur la gestion du cabinet. Je connais des praticiens et des praticiennes qui ne savent pas du tout comment ça se passe derrière leur prise d'empreinte. Donc ça, c'est un problème. Et c'est d'autant plus un problème que l'organisation, le cabinet, c'est un peu comme pour les labos de prothèses. Le cabinet de chirurgien dentiste, tout seul, isolé dans sa ville de province ou même à Paris, n'existera plus. On arrive sur des plateformes, on arrive sur des plateaux techniques qui sont pris en charge. Et ça, je crois par contre que c'est quelque chose qui
qui peut interpeller parce que le chirurgien dentiste de base va perdre le contrôle de la gestion de l'organisation du cabinet. Il faut savoir aussi qu'on va de plus en plus vers du salariat et que les nouvelles générations sont assez friandes du salariat plutôt que de l'entrepreneuriat libéral. Donc tout ça, c'est compliqué. Donc il faut vraiment réussir à travailler, je crois, avec le patient, en harmonie avec le patient. Et là, je vais pas, on va aller sur un autre problème, mais qu'on ait aussi une solvabilisation correcte de la part de l'assurance maladie, parce que je vais prendre un exemple, pas trop sur les couronnes. Il faut savoir que quand le RAC 0 a été instauré, il y a eu différents paniers qui ont été mis en place. Un RAC 0, un panier modéré, un panier libre. Le panier libre n'a rien changé. Le praticien fait ce qu'il veut, propose ce qu'il veut au patient dans la mesure où le devis est accepté. Par contre, il faut savoir aussi que le RAC 0 a été financé par l'assurance maladie complémentaire, pas du tout par l'assurance maladie obligatoire. C'est-à-dire que la base de remboursement d'une couronne par la sécurité sociale est toujours la même. Et s'il y a une différence maintenant, notamment sur les zircones molaires, c'est l'assurance maladie complémentaire qui prend tout en charge. Mais en prenant tout en charge sur le RAC 0, elle a diminué aussi d'autant, peut-être pas d'autant, je ne saurais pas dire exactement, mais en grande partie, d'autres actes. Et le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est sur la prothèse amovible. Prothèse amovible où il y a quelques années, par exemple sur un stélite, on en parlait tout à l'heure dans l'exposition, il y avait une prise en charge raisonnée, je dirais, de l'assurance maladie. Aujourd'hui, ce qui est pris en charge à 100%, c'est la prothèse résine. Le nombre de patients qui choisissent la prothèse résine simplement parce qu'elle est prise en charge à 100%, alors qu'il y a quelques années, le stélite aurait été remboursé à 500 ou 600 euros par la complémentaire, ne l'est plus. Donc on a quelque chose, et quand on a au niveau des cabinets, on est bien d'accord, hein, je ne défends pas le travail à l'étranger ni l'envoi de la prothèse à l'étranger, moi je l'ai jamais fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ces réalités économiques qui font qu'un résine dans le cadre du RAC 0 et va être facturé à 258 euros et des poussières, ça ne va pas amener les groupes de cabinets qui vont se mettre en place à aller vers le mieux-disant. Ils vont aller vraisemblablement vers le moins-disant. Et là, on a, je crois, c'est pour ça que je disais que la problématique est complexe, parce qu'il faut aussi qu'au niveau de la solvabilité, on ait quelque chose. Il faut qu'au niveau des conventions et des prises en charge, il y ait aussi des revalorisations qui permettent à chacun de s'y retrouver. Et il faut aussi que les patients... Et là, je crois qu'on a un rôle auprès des institutions, et Laurent, tu avais raison de le dire, au niveau des pouvoirs publics, il faut qu'ils fassent quelque chose, de la même façon qu'il est hors de question que les agriculteurs aient des contraintes que les autres pays n'ont pas avec une main-d'œuvre. On est exactement dans la même problématique, mais il faut aussi que les patients, et là où on a un problème de niveau de vie, n'aillent pas pour ce qui nous concerne en Turquie ou des choses comme ça, ou n'aille pas directement aussi sur Internet pour les gouttières en ortho, hein, parce que ça c'est de plus en plus fréquent aussi. Donc je crois qu'il y a toute une éducation à faire, et cette éducation, elle passe par effectivement le retour au Made in France, avec des valeurs et des possibilités qui permettent à la France d'offrir des choses qui sont compétitives. Moi, je n'ai jamais encore eu à faire ce choix de regarder le coût de ma prothèse. Mais bon, comme vous le voyez, j'ai quand même un certain âge maintenant. Je n'ai pas eu ces problèmes, mais je ne sais pas comment je verrais les choses si je m'installais maintenant, par exemple. Voilà, donc ça, je crois qu'il y a un ensemble de choses. Donc il faut que l'on soit à armes égales avec ce qui vient de l'étranger, ça c'est impératif.
il faut, alors peut-être que le coût du pétrole maintenant va limiter les passages de produits, mais enfin venant de Chine, c'est pas gagné. Mais voilà, il faut qu'on arrive à être dans tous ces domaines. Mais je crois qu'on a un gros travail aussi. Alors sur les praticiens, c'est évident. Moi, tu te rappelles, hein, mon syndicat n'a jamais accepté même d'être sponsorisé ou une publicité d'un labo étranger. Donc, on a toujours fait notre boulot dans ce domaine, ce qui ne nous empêche pas de constater quand même ce qui se passe malheureusement, mais un gros travail aussi sur les patients. Justement, on arrive au terme de cet échange. On va échanger ensuite avec le public. Donc, si vous avez des questions, c'est dans un instant. Juste pour conclure, ce choix du Made in France, l'UNPPD le soutient. Oui, mais c'est intéressant ce que vient de dire Philippe, parce que ça rejoint exactement ce qu'on a voulu faire en créant le Je choisis le sourire Made in France, puisque c'est vraiment un argumentaire de choix pour tous, quoi. C'est-à-dire le choix du patient de s'interroger d'où vient sa prothèse dentaire, le choix du praticien de aussi choisir de travailler avec un prothésiste de proximité. On l'a dit, ça concerne vraiment des choix personnels de chacun, et je trouve que cette terminologie qu'on a mis dans Je choisis le sourire, alors c'est vrai qu'on a mis Made in France. Alors avant, au début on voulait mettre fabriqué en France pour rester entièrement français, mais bon, en France on a quand même l'habitude de parler donc c'est Made in France. Donc aujourd'hui on essaye de à nouveau remettre sur le tapis cette histoire, et de créer d'avoir une association qui fonctionne, d'engager non seulement les praticiens, non seulement les distributeurs, et le Comidan en fait partie, puisqu'ils se sont quand même positionnés avec nous pour le choix du sourire Made in France, et donc on va essayer de grandir ensemble, de faire de la communication positive sur ce sujet-là, parce que c'est aussi ça. On veut pas, on veut pas se plaindre tout le temps, même si on sait qu'il y a des distorsions de concurrence, mais on veut que ça soit pris par tout le monde. J'invite tous les confrères qui sont là ces 3 jours sur le salon, d'aller sur le stand de Je choisis sur Made in France, de venir nous voir, de nous aider, d'adhérer à ce mouvement pour nous aider à communiquer, à faire des choses avec ça, et de faire le choix justement de rester ensemble de notre pays, de notre production. Et pour les jeunes encore que j'ai cités tout à l'heure, je crois que c'est important de savoir qu'on est tous conscients de la problématique, et qu'on veut quand même continuer à que notre métier, qui est un beau métier, reste un métier où on peut travailler ensemble, à la fois avec les praticiens, avec les distributeurs, et qu'on puisse continuer à réaliser des belles prothèses au service des patients. Merci beaucoup, messieurs, pour cet éclairage. On a compris, rendez-vous sur le stand Je choisis le sourire Made in France. Il nous reste quelques instants pour échanger avec le public. Si vous avez des questions, des remarques sur ce qui vient d'être dit, vous suffit de lever la main et nous vous apporterons un micro. Je suis sûre que ça fait réagir tous ces sujets. J'entendais des remarques de temps en temps. N'hésitez pas. Vous pouvez vous lever et vous présenter. On écoute votre question, monsieur. Oui, Bernard Soumier, retraité, prothésiste. Laurent, je voudrais te remercier pour tous les mots que tu as dit, pour ton discours d'introduction et pour ce que tu as dit, parce que tu as été clair, tu as été net. Maintenant, il y a quelque chose que le premier importateur, on s'en est occupé avec la CSPD à l'époque, c'était un Hollandais, et il voulait un pied-à-terre en France, au village suisse. Ça fait, comme tu l'as dit, pratiquement 40 ans. Depuis, rien. Depuis, on n'a pas été aidé. Alors, je ne comprends pas pourquoi les chirurgiens dentistes ne nous aident pas plus que ça. Maintenant, j'ai une solution à leur donner. On facture directement aux patients.
Oui, tu sais qu'on a évoqué, je vais répondre. Oui, si tu veux Laurent, bien, allez-y. et Philippe répondra après, bien sûr. Hein. Mais oui, c'est vrai qu'on a évoqué à maintes reprises la dissociation de l'acte prothétique, puisqu'on sait qu'en médecine, la profession de chirurgien dentiste est quasiment la seule où il y a un acte global sur de la prothèse, ou en tout cas, un médecin ne vend pas les médicaments, un ophtalmo ne vend pas les lunettes, et je vais pas répéter ça à chaque fois. Mais après, ça pose d'autres problèmes. Hein. Ça pose un problème. Ça veut dire que comme ça l'est fait, par exemple, partiellement en Allemagne ou ailleurs, il y aura une facture pour la prothèse, une facture des honoraires qui seraient séparés et des remboursements induits qui seraient séparés. Nous, je te le dis tout de suite, en tant que prothésiste, on n'a pas envie du tout d'être payé directement par le patient, parce que je sais ce que tu vas me répondre, donc c'est pour ça que je te réponds avant. donc ça, c'est pas du tout notre objectif. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait peut-être à un moment penser à cette dissociation, parce que il y a quelquefois, c'est là où on trouble, et on trouverait ça plus honnête. Et on l'a dit tout à l'heure, si c'est le choix du patient, ça serait plus honnête de dire, voilà, vous avez le droit entre cette prothèse-là, c'est pas le même prix, mais derrière, il y a le travail du praticien qui, lui, par contre, est ce qu'il est, et où le praticien, qu'il soit libéral ou en centre, doit exercer. Je voulais un peu préciser là. Philippe de Noailles. Oui, non, je comprends, et ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. Ça pose un certain nombre de questionnements, de problèmes. Effectivement, la difficulté après avec le patient est énorme, surtout avec les notions de prise en charge qu'on a à l'heure actuelle avec l'assurance maladie, où plus personne ne veut s'occuper de rien et où on va vers du tiers payant intégral qui va arriver d'ici peu. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît... je suis libre de ma parole maintenant, je suis plus du tout responsable au syndical, hein, mais je pense qu'il va se passer pas mal de temps avant que ça n'arrive. Non, je pense qu'il faut qu'on retombe, mais exactement comme pour vous, sur des valeurs et des valorisations qui soient correctes pour tout le monde. Mais c'est quelque chose, ça va pas répondre exactement à votre préoccupation, mais c'en est une pour moi et pour nous à l'heure actuelle. On va faire sa prothèse à l'étranger, on va acheter sa voiture à l'étranger, mais les étudiants français vont se former à l'étranger maintenant. Alors quid demain? Il faut vous dire que la moitié des nouveaux installés l'an dernier, enfin en 2024 en France, pour 1000 à peu près, ils ont été formés en France, et pour 1005, je crois, ils ont été formés en Europe. C'est-à-dire qu'avant, on avait des praticiens étrangers qui venaient. Donc là, je peux pas vous dire, enfin moi je sais pour avoir eu des collaborateurs un peu comment ça fonctionnait, mais demain, le plus grand nombre de praticiens qui vont exercer vont venir de l'étranger. Et là, je pense qu'on va avoir une autre problématique qui va être, outre le fait qu'ils pourront être salariés dans des centres, va être de voir leur façon de vouloir se comporter dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'effectivement, le besoin, mais c'est un besoin, je crois, qu'il va falloir rattacher à l'ensemble des préoccupations des Français à l'heure actuelle, c'est choisir dans son supermarché, choisir la fraise qui vient de France, choisir, voilà, il va y avoir ce besoin, et au niveau du praticien, l'obligation de dire d'où vient la prothèse soit effectivement prise en compte et donnée systématiquement, moi, me va parfaitement. Hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à mettre en place. Merci beaucoup. Le temps imparti est écoulé. Merci beaucoup, messieurs, pour votre éclairage sur cet enjeu majeur pour la filière, pour l'avenir des laboratoires français. À propos de laboratoires français, je crois que vous avez des drapeaux sur vos chaises. Je vous invite évidemment à les secouer, à les agiter. Des drapeaux, je choisis le sourire Made in France, évidemment, voilà. Laurent Munro qui est ravi. Merci. Merci beaucoup. On vous laisse découvrir la suite du salon. On se retrouve un petit peu plus tard. Merci.